d'où vient l'argent? La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle est bien plus étonnante qu'on ne l'imagine. Allez, plongeons ensemble dans les coulisses de la création monétaire. Spontanément, quand on pense à la création d'argent, on imagine la planche à billets, une grande imprimerie qui sort des liasses toutes neuves. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour l'essentiel de notre monnaie? En fait, la réalité est bien plus surprenante et elle se déroule beaucoup plus près de nous qu'on ne le pense. Alors, accrochez-vous, on commence. Et voici la première grosse révélation. Ce ne sont pas les gouvernements ou les banques centrales qui créent la majorité de l'argent. Non, ce sont les banques commerciales. Oui, celles où on a nos comptes courants. Pour bien comprendre le mécanisme, il faut saisir cette idée fondamentale. Créer de la monnaie, c'est l'art de transformer une promesse de remboursement, c'est-à-dire une dette, en argent disponible immédiatement sur un compte en banque. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci. On pense souvent qu'une banque prête l'argent que d'autres personnes ont déposé chez elle. En réalité, c'est l'exact inverse. C'est l'acte même d'accorder un crédit qui crée un nouveau dépôt, et donc de la nouvelle monnaie. Mais alors concrètement, comment ça marche? C'est simple. Quand une banque accorde un prêt, elle ne va pas puiser dans un coffre-fort. Non, par un simple jeu d'écriture comptable, hop, elle crédite le compte de son client du montant du prêt. Cet argent numérique, qui n'existait pas une seconde avant, est maintenant bien réel et prêt à être dépensé. D'un point de vue comptable, c'est limpide. Pour la banque, le prêt est un actif, c'est une promesse de remboursement. Et le nouveau dépôt qu'elle vient de créer, c'est un passif, c'est de l'argent qu'elle doit à son client. Les deux naissent en même temps et le bilan reste parfaitement équilibré. C'est fou, non? Ok, mais alors si les banques commerciales créent l'argent, à quoi sert la banque centrale? Elle n'est peut-être pas au cœur de la création de la majorité de la monnaie, mais son rôle est tout aussi crucial. C'est un peu le chef d'orchestre de tout le système. Il faut donc bien faire la distinction entre les deux. D'un côté, il y a les milliers de banques commerciales, nos interlocuteurs du quotidien, et de l'autre, la banque centrale. C'est la banque des banques et aussi la banque de l'État. C'est elle qui supervise tout le jeu, et surtout, elle seule a le droit de fabriquer les pièces et les billets. Ces fonctions sont vraiment uniques. C'est elle qui met l'argent physique en circulation, qui gère les réserves du pays, et le plus important, elle détient des outils puissants, comme les taux d'intérêt, pour réguler et influencer la création monétaire des banques commerciales. Et ça nous amène à une question assez logique. Si les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien, qu'est-ce qui les empêche d'appuyer sur le bouton à l'infini et de provoquer un chaos total? Si un simple jeu d'écriture suffit, pourquoi se limiter? La limite se trouve justement dans cette différence fondamentale entre l'argent numérique que les banques créent et l'argent physique, bien réel, qu'elles ne peuvent pas créer. Et voilà la contrainte principale. Une banque commerciale peut créer autant d'euros numériques qu'elle le souhaite, mais elle ne peut pas imprimer un seul billet. Or, ses clients voudront forcément, un jour ou l'autre, retirer de l'argent liquide. Elle est donc obligée de se procurer cette monnaie physique auprès de la seule institution qui a le droit d'en produire, la Banque centrale. Le mécanisme a pas mal évolué avec le temps. Avant les années 70, c'était assez direct. Aujourd'hui, tout passe par ce qu'on appelle le marché monétaire. En gros, c'est un marché où les banques qui ont besoin de cash empruntent à celles qui en ont en trop. Et la Banque centrale intervient sur ce marché pour rendre cet argent plus ou moins cher et par ce biais influencer le comportement de toutes les banques. C'est là qu'on voit tout le pouvoir du chef d'orchestre. Si la Banque centrale rend la monnaie physique plus rare et donc plus chère pour les banques, elles vont répercuter ce coût en augmentant les taux de leur propre crédit. Le robinet du crédit se ferme. A l'inverse, si la monnaie centrale est bon marché, ça les incite à prêter plus généreusement, le robinet s'ouvre. Bon, on a vu comment l'argent est créé, on a parlé de l'offre, maintenant penchons-nous sur la demande. Pourquoi les gens et les entreprises veulent-ils détenir de la monnaie plutôt que de tout investir? L'économiste John Maynard Keynes a identifié 3 grandes raisons à ça. La première, c'est pour nos transactions de tous les jours, payer les courses, le loyer. La deuxième, c'est par précaution, garder de l'argent de côté en cas de coup dur. Et la troisième, c'est pour la spéculation, être prêt à saisir une bonne affaire, un bon investissement, si l'occasion se présente. Pour Keynes, il y a une dimension très psychologique. Garder de l'argent liquide, c'est une manière de calmer son anxiété face à un avenir incertain. Quand la confiance dans l'économie est faible, la préférence pour la liquidité augmente. On préfère garder son argent bien au chaud plutôt que de prendre des risques. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision. Pour une autre grande école de pensée, celle de Milton Friedman, la monnaie n'a rien de spécial. C'est un actif comme un autre, un élément de notre patrimoine au même titre que des actions ou de l'immobilier. Le choix d'en détenir est simplement le résultat d'un calcul de rendement et de diversification. Et on termine sur cette question pour ouvrir la réflexion. Si quasiment chaque euro qui circule est le reflet d'une dette qui doit être remboursée, avec des intérêts en plus, quelles sont les implications profondes de ce mécanisme pour la croissance, l'endettement et la stabilité de tout notre système économique? La question reste ouverte.